Tous aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Domino's Pizza. Domino's Pizza qui est un excellent business model. Tout le monde le connaît, c'est le roi de la pizza. Il y a une forte concurrence quand même. Il y a Pizza Hut en face et il y a plein de chaînes de restauration. Donc on va regarder ça ensemble. Domino's Pizza, donc je vous le mets là sur TradingView comme d'habitude. C'est une petite large cap, on va dire. Elle fait 17 milliards de valorisation, en valorisation boursière. Voilà, globalement, on a une entreprise qui est quand même assez stable. Je vais vous mettre les notes que j'ai prises du rapport annuel. Donc on va décortiquer ensemble le business. Donc c'est principalement en fait des franchises, c'est-à-dire que ils vont récupérer des royalties en fonction du chiffre d'affaires et pas du bénéfice, hein, du chiffre d'affaires des restaurants. Donc là aux États-Unis et en Amérique du Nord globalement on est à 5,5%. Donc il y a deux moyens de paiement chez Domino's, donc à emporter ou en livraison. J'ai noté qu'en général du coup le ticket est plus élevé pour la livraison forcément, et ça représente 40% des commandes, mais 60% du CA, et donc vice-versa pour les commandes à emporter, soit 40% du CA, mais 60% des commandes. Les contrats de franchise, c'est donc sur 10 ans, c'est renouvelable, et on a eu un taux de renouvellement de 99% en 2023. Globalement, on est à 6500 franchises aux US, donc je vous ai mis sur 20 000 restaurants au total, donc c'est-à-dire qu'il y en a 13 000 à l'international. Je vous montrerai un peu plusieurs graphes tout à l'heure pour tout ce qui va être répartition sectorielle, géographique. Donc on a 6500 franchises aux US contre 280 directement opérées par l'entreprise, et c'est 280 magasins, restaurants, pardon. Qu'est-ce qui permet? Tout simplement de faire des tests, d'entraîner le management, de tester de nouveaux produits, de nouveaux menus. Donc c'est vraiment des restaurants tests. Ils considèrent également pardon, que leurs relations sont bonnes avec les franchisés, et entre le franchisé et l'entreprise mère, c'est important qu'il y ait des bonnes relations. Et d'ailleurs ils le disent, dans tous les cas, comme il s'agit d'entrepreneurs à la tête de chaque domino, les intérêts sont largement alignés avec l'entreprise mère. Ça, je vous l'ai mis en gras pour que ce soit vraiment, parce que c'est un des principaux points de l'entreprise, c'est que les intérêts sont alignés. On a des entrepreneurs à la tête, c'est-à-dire qu'ils vont pas recevoir un salaire. Ça va vraiment dépendre, ça va vraiment être leur magasin, et donc c'est le but de la franchise en fait, c'est d'aligner les intérêts. Et en plus de ça, pour l'entreprise mère, de récolter des revenus réguliers grâce aux royalties. Concernant du coup le marché de la pizza aux US, on est à 41 milliards de dollars. J'ai noté que c'était le deuxième plus gros marché au sein de la restauration. À l'international, on retrouve donc les masters franchisés. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est globalement une entreprise qui va s'occuper de plein de restaurants différents. On a d'ailleurs le plus gros acteur qui est Jubilant Network de mémoire, qui est en Inde et qui détient par exemple 1900 restaurants. Donc en fait voilà, ils ont globalement délégué la gestion des restaurants à l'international à d'autres entités. Et j'ai noté donc qui s'occupait de la supply chain et des restaurants Domino's. Le marché international de la livraison des pizzas est assez peu développé, c'est ce que dit le management, avec une demande large et croissante, et il y a seulement en gros trois gros acteurs à l'international, et donc il y a sûrement pas mal de parts de marché à prendre sur ce segment-là. Un autre point hyper important, c'est que comme c'est le modèle de la franchise, forcément, il y a assez peu de dépenses, notamment administratives, ce qui fait qu'en gros, la majorité de leurs revenus, chiffre d'affaires à l'international, sont convertis en bénéfices nets. Et ça, globalement, en fait, c'est pour enfin, les franchises à l'international et les franchises domestiques. Donc ça, c'est hyper important vu qu'on va avoir quasiment aucune charge. Concernant les marchés franchisés, donc c'est ce que je vous disais, le plus gros est coté en bourse et détient 28% des magasins à l'international. Concernant ces franchises-là, l'entrepreneur du coup qui va ouvrir un Domino's Pizza retrouve son investissement de départ avec, enfin au bout de 3 années d'EBITDA, donc c'est globalement assez court, ce qui veut dire que c'est lucratif pour l'entrepreneur, et donc ça va venir soutenir la demande pour les ouvertures de restaurants Domino's à l'international, et ce qui va permettre du coup à l'entreprise mère de récolter de plus en plus de royalties. Donc c'est vraiment un modèle d'affaires hyper rentable pour l'entrepreneur. Ils n'hésitent pas à le rappeler de nombreuses fois dans le rapport annuel. Ensuite, un point qui est assez important sur Domino's Pizza, c'est que ils ont un fonctionnement de la dette assez particulier. Ils ont un levier assez élevé, donc on est entre 4 et 6 fois les bidas en dette. Pourquoi est-ce que c'est assez élevé? C'est le secteur qui le veut, mais il ne faut pas voir en fait ce levier-là important comme un défaut. Il faut plutôt se dire que comme c'est un business model qui est super stable, et en fait on a une visibilité sur le remboursement de la dette et sur les revenus futurs. Donc aucun souci pour le paiement des intérêts et le remboursement de la dette. Maintenant, eux, comment ils fonctionnent? C'est tout simple. Quand les taux d'intérêt auxquels ils peuvent emprunter sont supérieurs
au taux de la dette, ils vont rembourser la dette, vu qu'ils ne vont pas considérer que l'émission de nouvelles obligations sera rentable pour l'entreprise. Et donc, quand les taux d'intérêt sont jugés attractifs, là, au contraire, ils vont aller s'endetter et redistribuer le cash en rachat d'actions. Donc globalement, voilà, ils essaient de trouver une balance entre 4 et 6 fois les l'EBITDA en termes de dette, et actuellement on est entre 5 fois. Donc comme en fait, on a des taux d'intérêt qui sont quand même élevés et bien plus élevés que les intérêts de la dette, globalement on est à 3,75%. Donc durant les prochains trimestres, à moins que monsieur Powell décide de vraiment couper les taux d'intérêt, ce qui est à mon avis assez peu probable, on risque de ne pas avoir de rachat d'actions supplémentaires durant les prochains trimestres. Concernant du coup l'international, les franchises, encore une fois, un avantage des franchises, c'est de pouvoir mieux appréhender la culture locale, parce que forcément, quand vous êtes un Américain et que vous allez ouvrir un magasin dans un pays avec une culture différente, vous n'allez pas forcément saisir les besoins des consommateurs. Et donc là, au contraire, le fait d'avoir des entrepreneurs qui sont imprégnés de la culture, et donc des locaux, le fait que ce soit eux qui ouvrent des magasins, ça permet de bien sûr mieux cibler la publicité et les menus. Enfin, les royalties à l'international, pardon, ils sont de 3%, donc forcément, là, on voit tout de suite que Domino's Pizza a quand même un peu plus d'intérêt à ouvrir des magasins sur son marché domestique plutôt que à l'international. Concernant Domino's Pizza, un point qui est aussi important, c'est l'intégration verticale. Ça va permettre de mieux contrôler les marges, surtout en période inflationniste, pardon. On retrouve notamment la pâte à pizza, les croûtes et le traitement des légumes. Et enfin, l'activité de supply chain dont je vous ai parlé plusieurs fois, en fait, c'est qu'ils vont être un distributeur des restaurants franchisés. Donc ils vont fournir tous les ingrédients. Et donc tout ça, c'est en interne. Mais c'est uniquement pour les restaurants en Amérique du Nord, puisqu'en fait, ils ont tout leur centre de distribution en Amérique du Nord. Et à l'international, donc, ils disposent d'un réseau de fournisseurs tiers. Enfin, un point qui était un des derniers points que je vais aborder, c'était le pricing power. Donc là, je vous ai mis la citation. Et donc, en gros, ils vous disent que dès qu'il y a une augmentation des prix, en général et historiquement, ils ont été capables de passer l'augmentation des prix à travers leur menu en magasin. Donc ça c'est excellent, alors forcément on n'aura pas le pricing power d'une entreprise du luxe comme Hermès, mais on a quand même un pricing power qui est là et qui va permettre d'augmenter les ventes ou en tout cas de garder les marges en période inflationniste. Enfin, concernant la rentabilité des stores, ils le disent que comparé à de nombreux concepts, de restaurants concepts, eux, ils ont des menus qui sont très simples et une organisation qui est également très simple, ce qui permet tout simplement d'avoir un coût et donc une rentabilité pour l'entrepreneur assez importante et en tout cas plus importante que d'autres types de magasins qu'on connaît bien. Concernant la segmentation des ventes, donc là je vous mets d'abord les graphiques qu'il y avait sur le rapport annuel et ensuite on va passer sur Zone Bourse. Donc globalement, en fait, le bénéfice net, il est tiré environ à 50% des restaurants US et principalement les franchises, ça doit être environ 90%. Enfin, on a la supply chain, donc comme je vous l'ai dit, en gros, la distribution des aliments, des équipements aux restaurants franchisés en Amérique du Nord uniquement. Et ensuite, on retrouve les franchises à l'international qui contribuent pour environ voilà, 25% du bénéfice net. Donc, concernant, là, voilà, je vous ai mis un rapport un peu plus détaillé des types de ventes et des types de revenus. Donc, vous voyez bien les différents postes. Donc, les magasins détenus directement, les franchises aux US, la supply chain, les franchises à l'international et enfin les dépenses de publicité en fait tout simplement les magasins, les restaurants vont dépenser environ 6% de leur CA, c'est obligatoire, dans un fonds qui va permettre ensuite de faire de la pub pour la marque. Et donc ces 6% là, ils vont être comptabilisés comme des revenus. Et ensuite, du coup, ils vont être dépensés par la société mère pour faire de la publicité. Et donc, vous retrouvez bien voilà, les 473 millions ici en tant que revenus. Et là, vous les retrouvez aussi donc, dans les dépenses opérationnelles, donc 473 millions. Donc, en fait, ça s'équilibre. Et donc, vous voyez bien qu'au final, les magasins franchisés n'ont absolument pas de coût des ventes, puisque dans le coût des ventes, on retrouve seulement la supply chain pardon, et les magasins détenus directement. Et donc, en fait, globalement, le seul coût des franchises, ça va être les General and Administrative, donc en gros, tout ce qui est dépenses de publicité, de comptabilité, etc. Donc maintenant, voilà, on va passer sur Zone Bourse. Donc voilà, je vous ai montré à peu près toutes les données économiques. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est aussi le management. Donc on retrouve bien Russell Weiner qui est à la tête de l'entreprise depuis environ 15 ans. Donc là, c'est excellent pour l'alignement des intérêts. On retrouve également le chairman qui est là depuis plus de 20 ans, quasiment 25 ans. Quand on regarde du coup au niveau des administrateurs, il y a quand même pas mal d'administrateurs qui sont là depuis 10 ans et plus. Donc là, c'est parfait aussi pour
l'alignement des intérêts et la compétence du coup forcément des administrateurs. Et enfin, concernant la participation du top management dans le capital, on retrouve donc le CEO qui a environ 28 millions de dollars d'actions et le chairman 14 millions, donc là aussi ça contribue à l'alignement des intérêts. Concernant la valorisation, je vais vous montrer ça, on va se mettre sur TradingView au niveau du PER. Là actuellement on est à 32 fois les bénéfices, donc ça veut dire que l'entreprise peut vous reverser 3% de rentabilité et comme on l'a vu, euh, le bénéfice est globalement réconciliable à 100% avec les free cash flow. Donc là aussi c'est un excellent signe d'un business prévisible et stable. Je vais vous montrer ça directement. Voilà, en fait globalement en violet pardon vous avez le free cash flow et en jaune vous avez les revenus nets et ben, en fait c'est simple. Quasiment chaque année on a un free cash flow qui est égal, on va dire voilà, entre 90 et 100% au revenu net, ce qui va permettre ensuite de redistribuer. Concernant la politique d'allocation du capital, il y a assez peu de capex vu que les capex sont assumés par les entrepreneurs. Donc voilà, assez peu de capex. Et enfin, ben, en fait, vous allez avoir beaucoup de retours à l'actionnaire, environ un tiers pour le dividende et le reste via des rachats d'actions. Ça peut être deux tiers comme plus, vu qu'on l'a dit, l'entreprise a un gros levier financier. Vous avez une dette qui est passée voilà, de 3,15 milliards à 5,21 milliards en l'espace de 7 ans, donc on a fait fois 1,6 environ. Et ben, en fait, cette dette supplémentaire, elle va être retournée directement aux actionnaires. Quand on regarde du coup du côté du nombre d'actions en circulation, dépassé encore une fois de 47 millions à 35 en l'espace de 7 ans. Donc tout ça, en fait, ça va permettre de contribuer à la croissance du bénéfice par action et donc, in fine, de faire croître le cours plus rapidement que les bénéfices nets. Et l'avantage de Domino's Pizza, c'est que comme ils ont des free cash flow assez élevés et très stables, ils vont pas forcément racheter que 2% d'actions par an, mais globalement, ils vont plutôt être autour de 4 avec le levier financier. Alors, pas cette année, ni une partie de l'année prochaine, hein, ils seront plutôt autour de 2%, mais durant les prochaines années, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de rachats d'actions autour de 3, 4, voire 5% par an. Concernant la croissance des ventes, le management s'attend globalement à environ 7% et 8% pour le bénéfice opérationnel. Donc, les 7%, on va les retrouver grâce à 3% environ de croissance organique par magasin et le reste, ça va être des ouvertures de nouveaux magasins puisque voilà, actuellement on a 20 000 magasins et le management prévoit d'en ouvrir environ 1100 de plus, ce qui fait environ 5% par an. Donc vous voyez bien qu'en fait 5 plus 3 ça fait 8, donc là globalement 7% c'est le minimum plancher, c'est-à-dire qu'on n'aura clairement pas en dessous. Et bien sûr le management s'attend à faire davantage, à délivrer plus. Donc voilà, ces chiffres-là en fait c'est des chiffres qui sont forcément conservateurs et qui en plus de ça ne prennent pas le retour à l'actionnaire à travers le dividende et les rachats d'actions. La croissance historique, elle a été globalement bonne. Je vais vous mettre ça aussi, encore une fois, sur TradingView. Sur les 7 dernières années, on était environ à du 10% par an, donc c'est excellent. Pareil pour le bénéfice net, voire même plus, vu qu'on a eu une amélioration des marges. En fait, c'est très probable qu'elle se continue grâce au levier opérationnel et la mise à l'échelle des opérations. Donc pour retourner à la valorisation, on en est à 32 fois les bénéfices environ. Globalement, en fait, l'entreprise elle évolue dans un range entre voilà, 25 fois les bénéfices et à peu près 40. Donc là, on est à 32, donc on est pile au milieu de ce range-là. C'est pas forcément une opportunité exceptionnelle, mais on est à peu près dans la moyenne. Concernant le DCF, je vous ai préparé comme d'habitude un DCF. Je vais vous montrer rapidement les données. Donc je vous ai pris la dette, le coût de la dette, le taux de taxation, le taux à 10 ans qui est repassé à 4,10%. Encore une fois, le bêta que je prends, c'est la moyenne entre Yahoo Finance et TradingView et le risque pays qui est de 4,6%, ce qui nous donne bien un WACC de 7,27%. Donc concernant les hypothèses de croissance, forcément les 8% ça va être l'hypothèse prudente, donc on va voir ce que ça donne ensemble. Donc on a pris les free cash flow de 493 millions avec une croissance de 8%, on va ajouter le cash et enfin donc ça nous donne un prix de 240 dollars. J'ai déjà pris en compte bien sûr les rachats d'actions de 2%. Donc ce prix de 240 dollars, qu'est-ce qui veut dire? Bah, tout simplement qu'on a un business model qui est hyper stable, on a une valorisation qui est élevée de départ et forcément bah, en fait cette stabilité là elle va être prise, enfin elle va être inclue dans le cours de bourse et donc le DCF lui ne va pas le prendre en compte. En fait il le prend en compte à travers le bêta, mais on n'a pas un bêta qui est faible sur Domino's Pizza. En fait on est corrélé au marché et donc voilà on a un prix de l'action, une valeur DCF qui est 2 fois inférieure au cours de bourse. On va essayer de modifier un peu les interprétations. On va prendre des chiffres de croissance qui sont plus élevés. On va prendre pour le coup là
une hypothèse de croissance qui est plus optimiste. Pour la croissance, on va prendre environ 10% et pour les rachats d'actions, on va prendre environ 4%, ce qui devrait nous donner donc une croissance de 14% des free cash flow. Et je préfère préciser que cette croissance des free cash flow de 14%, en fait, elle est déjà anticipée, voire même plus, hein, par Zone Bourse qui lui anticipe en gros une croissance de 15 à 16% des free cash flow sur les 3 prochaines années grâce à une augmentation des bénéfices, une réduction du nombre d'actions en circulation et grâce en fait à une meilleure conversion en free cash flow grâce à un BFR qui est notamment plus favorable. Donc en fait, même si on prend une hypothèse qui est plus optimiste, on trouve une valeur DCF de 304 dollars. Donc encore une fois, voilà, vous allez payer la stabilité et la visibilité du business model. Nous, en fait, combien de fois on aimerait payer le business? Ben, globalement, voilà, il faudrait comparer un peu les fourchettes de valorisation. On avait dit que le business, en général, il était entre 25 et 40 fois les bénéfices. Donc, voilà, on pourrait peut-être attendre encore voilà, une diminution de la valorisation, essayer de la choper vers 26 fois les bénéfices, vu qu'il y a eu plusieurs rebonds sur cette zone-là, ce qui nous donnerait en gros au prix actuel une décote de 20%, donc à peu près les 400 euros. Est-ce que les 400 dollars sont atteignables? Malheureusement, voilà, moi je préfère me concentrer sur l'aspect fondamental de l'entreprise et mettre de côté l'aspect graphique. Ça va être compliqué d'aller chercher les 400 dollars. On est dans un contexte où le Domino's Pizza s'en sort plutôt bien. Il y a du rachat d'action, il y a de la visibilité, donc c'est quand même assez probable qu'elle vienne toucher les 400 dollars. Moi de mon côté en tout cas, je n'attendrai pas les 400 dollars pour investir et je préfère préciser encore une fois que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Concernant donc la valorisation, là on est à 32 fois les bénéfices, on pourrait attendre par exemple les 25 fois les bénéfices, ce serait un niveau intéressant puisqu'on a rebondi plusieurs fois dessus. Maintenant, est-ce qu'elle peut aller chercher cette valorisation là, ce qui représenterait en gros un prix de 400 dollars? Voilà, ça c'est une autre question. On a une entreprise qui est quand même assez stable, donc pour qu'elle se prenne moins 20%, il faudrait vraiment que les résultats déçoivent. Donc en tout cas, ça c'est mon point de vue. Je pense pas que j'attendrai ce prix-là pour investir. Maintenant, c'est vrai que voilà, en fait, c'est un business qui forcément se paye cher et il faut pas avoir peur d'investir sur des boîtes avec des PER quand même plutôt élevés. Donc en fait, cette valorisation, elle est quand même plutôt justifiée puisque, on le rappelle, on a un business model qui est exceptionnel. On a des royalties, on a une entreprise qui a une image de marque complètement folle avec une rentabilité pour l'investisseur qui est hyper intéressante. Donc ça va venir booster les augmentations enfin les ouvertures de nouveaux magasins, notamment à l'international. On a donc voilà une visibilité, des free cash flow qui sont totalement réconciliables avec les bénéfices nets. On a un retour à l'actionnaire qui est énorme, environ 3% par an, plus environ 2 à 3% grâce à l'endettement. Donc là forcément aussi c'est hyper intéressant. Et en fait ben voilà, forcément tout ça, ça se matérialise dans le cours de bourse. Donc il ne faut pas avoir peur en fait d'investir dans des business models qui sont qualitatifs, même si on peut les payer assez cher. Donc voilà, Domino's Pizza, excellent business model. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Domino's Pizza. De mon côté, elle est en watchlist. J'espère qu'on aura un point d'entrée qui soit vraiment intéressant. Pour le coup, là, on n'a pas vraiment d'opportunité sur le titre. Donc voilà, je préfère regarder ça tranquillement, apprendre de plus en plus sur le business et essayer de me faire une idée sur la valorisation idéale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!